Salut, aujourd'hui je vais résumer l'agression de Konrad Lorenz, donc qui est sous-titré Une histoire naturelle du mal et qui va nous expliquer les mécanismes de l'agression chez les humains et chez les animaux et leur utilité. Alors c'est un livre que j'ai trouvé très compliqué, donc j'espère que ce sera clair. De toute façon, évidemment, vous me direz en commentaire si ça l'est. Et voilà, c'est parti. Donc pour commencer, Lorenz s'est demandé pourquoi les poissons de corail étaient aussi bariolés, étaient aussi flashy. Il a remarqué en fait que seuls les plus bariolés avaient un domicile fixe, ils défendaient vraiment agressivement contre leurs congénères, donc contre les poissons de la même espèce qu'eux, au point de les attaquer. Et en les étudiant, Lorenz a remarqué une forte corrélation entre leur agressivité, leur coloration et leur attachement au territoire. Les poissons d'eau douce, eux, même s'il peut y en avoir des très colorés, en fait, ils ne sont pas agressifs. En fait, leur couleur, c'est d'abord un moyen d'expression qui est présent uniquement que quand il y en a besoin. Donc, par exemple, dans les combats, pendant la saison des amours, etc. Alors que les poissons de corail, ils sont flashy tout le temps. Donc en eau douce, les poissons, ils sont moins colorés, mais en fait, en s'approchant, on peut voir qu'il y a des petits détails, et ces petits détails sont destinés justement à leurs congénères, à les faire se reconnaître entre eux, mais de près. Les poissons de corail, ils sont flashy pour être vus et pour être reconnus de loin par les poissons de la même espèce qu'eux. Pour comprendre pourquoi, on va faire une petite analogie avec un village. Imaginons que dans un village, il y a un boulanger, un médecin et un mécanicien. En fait, le boulanger, le mécanicien et le médecin peuvent très bien vivre de leur activité parce qu'ils sont les seuls, ils n'ont pas de concurrents. Donc chacun a intérêt à rester tout seul dans son métier pour pouvoir vivre de son métier. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans 1 mètre cube d'eau de mer et de corail, puisqu'il y a plein de poissons, mais ils sont tous d'une espèce différente, alors qu'il n'y en a qu'un par espèce. Puisque chaque espèce se nourrit d'un petit bout de corail différent, chaque espèce a intérêt à être toute seule sur son bout de corail. Donc les couleurs servent à prévenir les poissons de la même espèce que non, ce territoire-là est pris, et pour éloigner les concurrents alimentaires. Donc après cette petite introduction, on va voir maintenant différents types d'agressions et on va voir déjà qu'on peut les classer en 2 catégories. La première catégorie, c'est l'agression interespèce, donc entre un chat et une souris par exemple, et la deuxième catégorie, c'est l'agression intra-espèce, donc par exemple les chats entre eux ou les souris entre eux. Donc on va voir 3 types d'agressions dans chaque. La première, elle est très simple, c'est tout simplement l'attaque du prédateur vers sa proie. Alors c'est rigolo de remarquer que en fait, dans l'évolution, donc ça se passe sur des milliers d'années, en fait le chasseur va influencer l'évolution de sa proie et inversement. C'est-à-dire que plus le chasseur court vite, plus avec le temps, la proie court vite aussi. Un autre exemple, chez les herbivores, en fait, au fur et à mesure du temps, les dents elles vont durcir pour mieux pouvoir couper les végétaux. Mais les végétaux en question vont aussi s'adapter et se défendre, par exemple, en changeant leur composition minérale. Donc en fait, la proie n'est jamais mise en danger puisqu'il y a toujours un équilibre qui se fait. Et finalement, ce qui met en danger ne va pas être le prédateur, mais plutôt, on va y revenir, le concurrent. Alors il se passe aussi l'inverse, c'est ce qu'on appelle le mobbing, ça veut dire en français guerre de harcèlement. En fait, c'est quand la proie contre-attaque le prédateur pour se défendre. Donc par exemple ici, ça va être des oiseaux qui se regroupent pour attaquer un chat ou pour attaquer un hibou pour l'inciter à changer de terrain de chasse, et donc pour se sauvegarder eux-mêmes. Un troisième type d'agression interespèce, c'est ce qu'on appelle la réaction critique. C'est là quand il n'y a plus que ça à faire d'attaquer parce que l'animal est trop en danger. Alors c'est une attaque du coup qui est motivée par la peur parce que il n'a pas assez d'espace pour se défendre ou il veut défendre ses petits. Donc là, c'est vraiment quand le danger est trop proche et qu'il faut vraiment tout donner pour sa survie. Donc maintenant, on va parler de l'agression intra-espèce, donc les chats et les chats ou les souris et les souris, puisque, comme je disais, en fait, une espèce va être en danger non pas à cause de ses prédateurs, mais à cause de ses concurrents. Donc comment on se défend entre concurrents et à quoi l'agression va servir au sein d'une même espèce. L'agression au sein d'une même espèce, elle va servir à répartir les individus dans l'espace vital, comme on le voyait tout à l'heure avec les poissons de corail qui veulent repousser leurs concurrents alimentaires pour être sûrs de manger. C'est la même chose aussi pour les oiseaux qui chantent, pour dire aux autres oiseaux « je me suis installé ici, viens pas sur mon territoire ». Pour les chats, en fait, ils utilisent leur crotte comme signal. En fait, si le signal effraie, le chat va passer son chemin, et si le signal date de quelques heures, il va pouvoir continuer son chemin. Donc ça permet d'utiliser un même terrain de chasse sans se disputer sur son horaire d'utilisation. Quand la délimitation du territoire elle est juste spatiale, en fait, cette délimitation
elle ne se fait que par le degré de combativité de l'animal en question. En fait, un animal est plus combatif quand il est sur sa base, au cœur de son territoire. Plus il s'éloigne, plus il perd en combativité. Ce qui fait qu'il a plus d'énergie pour défendre le cœur de son territoire que pour aller acquérir du territoire supplémentaire, puisque là, à ce moment-là, il a moins d'énergie. Il y a aussi ce qu'on connaît bien qui sont les combats entre rivaux qui permettent de sélectionner le meilleur individu, que le meilleur gagne le territoire ou une femelle. Le plus fort qui gagne, il va non seulement transmettre ses avantages génétiques à ses petits, si le parent est plus fort, les bébés ils seront plus forts, mais ça va aussi permettre de voir qu'il est capable de défendre ses petits. Donc en fait, la sélection à l'issue d'un combat, elle doit remplir les deux fonctions, de servir l'agression interespèce, donc défendre ses petits contre l'extérieur, mais aussi intra-espèce, donc de pouvoir défendre son territoire. Ensuite, en troisième, on a ce qu'on appelle le pecking order. Alors ça vient des poules qui donnent des coups de bec, qui est en fait le principe de hiérarchie dans un groupe. Donc il y a un plus fort, il y a un plus faible, et tout le monde respecte cet ordre-là pour organiser la communauté. Donc comme cet ordre est respecté, ça permet d'éviter les rapports de force entre les individus et donc de diminuer l'agressivité. Un exemple très simple, quand c'est l'heure de manger, les plus forts vont manger d'abord, les plus faibles vont attendre leur tour. C'est pas tout le monde qui va se chamailler la nourriture en même temps. Donc l'agression intra-espèce ne fait pas de tort à l'espèce, elle permet au contraire de la conserver. L'agression n'est pas une réaction aux facteurs extérieurs, en fait c'est un instinct en faveur de la conservation de l'espèce. Si c'était le cas, si c'était juste une réaction aux facteurs extérieurs, on pourrait se dire qu'il suffit d'éliminer les facteurs extérieurs pour éliminer l'agression. Sauf qu'en fait, même si on élimine les facteurs extérieurs, en fait, l'agression qui est un instinct cherche à s'exprimer quand même. Il y a une expérience qui a été faite avec des enfants qui consistait à éliminer toutes sortes de frustrations pour ces enfants-là. Sauf que d'année en année, ils ont quand même été insupportables et particulièrement agressifs parce qu'en fait, leur instinct d'agression n'a pas eu l'occasion de s'exprimer dans des situations contrariantes avant. Alors un comportement instinctif va être déclenché par un facteur extérieur. Par exemple, un oiseau mâle va faire une danse de parade parce qu'il y a un oiseau femelle de la même espèce avec lui. Mais une expérience abominable a montré que si on enlève cette femelle pendant quelques jours, pendant 3 jours par exemple, l'oiseau en question se met à faire la parade pour une autre femelle d'une autre espèce. Si on enlève cette femelle pendant quelques jours de plus, donc par exemple pendant 6 jours au lieu de 3, l'oiseau va se mettre à danser non plus sur une femelle d'une autre espèce, mais carrément sur un pigeon empaillé. Et encore quelques jours de plus, ce sera un morceau de tissu qui va suffire à déclencher cette parade. Et au bout de quelques semaines, l'oiseau fera sa parade pour en fait un bout vide de sa cage. Donc quand un comportement instinctif, ici la parade, n'a pas de déclencheur pendant un certain temps, il va suffire d'un facteur extérieur de plus en plus faible pour le déclencher. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'animal il est très sensible aux déclencheurs, même faibles. Et si en plus l'animal n'a pas la possibilité d'exprimer son comportement instinctif, il va en fait s'agiter dans tous les sens pour pouvoir trouver de lui-même, quitte à en créer, des déclencheurs qui vont lui permettre donc d'exprimer ce comportement instinctif et donc de décharger ses pulsions. Alors des fois il peut suffire de nager ou de courir dans tous les sens pour se défouler, ça peut être simple, mais l'animal ou l'humain peut s'exposer à des conséquences graves en fait dans le cas où un comportement instinctif ne peut pas s'exprimer. Alors il n'y a peut-être pas trop d'enjeux pour une sorte de parade comme ça, mais c'est particulièrement le cas en ce qui concerne l'instinct d'agression. Chez les cyclides en captivité par exemple, c'est des poissons. S'il n'y a pas de voisin de territoire sur lequel décharger sa pulsion d'agressivité, un partenaire va finir par être tué par l'autre. Et plus les membres d'un groupe sont proches, ici donc un couple de poissons, plus le refoulement de l'agression va être dangereux parce que les seuils de déclenchement sont plus bas. Vous avez peut-être remarqué qu'on est beaucoup plus agacé par les petits tics, les petites manies énervantes de nos proches intimes que par celles des gens qu'on connaît moins. Alors en tant que personne raisonnable, on va pas se défouler comme un barge sur son meilleur ami, on va plutôt s'écarter, on va plutôt jeter quelque chose ou faire du bruit. En fait, on va faire ce qu'on appelle un mouvement réorienté. On va dévier l'agression. Le fait de dévier ou de réorienter une attaque, c'est une excellente invention de l'évolution pour transformer l'agression en voie inoffensive, mais comme on n'est jamais sûr de rien, c'est pas la seule.
Alors, avant de poursuivre, on va faire un petit instant dictionnaire, on va définir le terme un petit peu compliqué de ritualisation phylogénétique. Donc, la ritualisation phylogénétique, c'est un ensemble de comportements sélectionnés par l'évolution qui codifie et canalise les interactions entre individus. Autrement dit, on a quelques petits comportements comme ça à droite à gauche qui vont être rassemblés et qui, au fil du temps, en fait, vont construire une suite logique qui va permettre de construire un message et donc de mieux interagir entre les individus. Et ça, en quelque sorte, la construction de ce message au cours de l'évolution, ça s'appelle la ritualisation phylogénétique. Donc oui, cette double sécurité, elle concerne la transformation de la signification d'un comportement. Donc ça donne, comme je disais, un mouvement qui servait à évoluer dans son milieu extérieur comme un mouvement de nageoire va acquérir une fonction de communication. Soit pour canaliser l'agression et réduire les pertes à l'intérieur de l'espèce, soit pour créer des liens sociaux nécessaires à la cohésion du groupe. La ritualisation, ça concerne aussi bien les cérémoniales et les habitudes, qu'il s'agisse de rites traditionnels dans la culture humaine ou de rites issus de l'évolution dans la vie sociale des animaux. Donc comment se construit ce nouveau comportement? Comment est-ce qu'on passe des petits comportements de fonction à une ritualisation, à une mise en place, à un regroupement de ces comportements pour les transformer en communication, en message? On a à la base une série de comportements variables, un petit peu aléatoires, qui va se transformer en une séquence précise, rigide, donc toujours la même et obligatoire, pour que, comme ça, la communication soit claire et précise. Donc pour qu'un mouvement soit clairement identifié comme signal, eh bien on va jouer sur sa vitesse, sa répétition, son rythme, son amplitude, et comme ça, voilà, ça va donner une communication précise, sans ambiguïté. Quasiment tous les comportements humains sont issus de la ritualisation culturelle, à tel point qu'en fait, pour en trouver qui n'en sont pas, donc pour trouver des comportements qui sont réellement instinctifs, on doit s'en tenir à ceux qui ne se font pas en public. Donc en fait, toutes les bonnes manières sont issues de la ritualisation culturelle, qui a toujours pour fonction de diminuer l'agression ou de créer du lien. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand quelqu'un se comporte en groupe comme s'il était tout seul. Alors il est important de noter que dans chaque cas, le nouveau comportement devient un instinct. Et il va rejoindre les autres instincts d'alimentation, de reproduction, d'agression, de fuite pour les principaux. Et ça devient un instinct indépendant, donc qui d'une part va chercher, comme l'agression, à se manifester, à s'exprimer quoi qu'il arrive, mais va d'autre part en fait permettre de canaliser l'agression en elle-même. Donc là j'ai parlé de 4 instincts, donc, qui sont l'alimentation, la reproduction, l'agression et la fuite. On va voir maintenant comment les instincts s'organisent entre eux. Le mécanisme des instincts, ça fonctionne comme un parlement. C'est un système d'interaction démocratique capable de trouver des compromis entre les différents intérêts qui rendent la vie possible. Alors dit comme ça, c'est un petit peu abstrait. Prenons par exemple l'instinct d'alimentation. Même si on parle d'instinct d'alimentation, en réalité les comportements instinctifs, donc qui sont motivés par la faim, sont le résultat de plusieurs pulsions, de plusieurs causes physiologiques, un petit peu comme un squelette est constitué de plusieurs os. On a déjà vu qu'un comportement instinctif cherche à s'exprimer, qu'il y ait un déclencheur ou pas. À partir de là, on ne peut pas dire qu'un comportement qui aboutirait à manger soit nécessairement déclenché par la faim. Quand on regarde les chiens, ils aiment chasser, ils aiment traquer, ils aiment flairer, qu'ils mangent au final ou pas. Donc ça, courir, flairer, traquer, ce sont des comportements instinctifs mais qu'on appelle des pulsions partielles. Pourquoi des pulsions partielles? Parce que ce sont en fait les petits serviteurs des 4 grands instincts, donc reproduction, alimentation, agression et fuite, qui eux sont les sources de motivation. Donc le chien peut se mettre à traquer parce qu'il a faim, sauf qu'en fait il va le faire quand même quand il n'a pas faim. Par contre, quand il a très très faim, il va le faire beaucoup plus. Donc ça c'est pour l'organisation des petits instincts qui servent les grands, mais maintenant, comment s'organisent les grands entre eux? Eh bien en fait ils sont plutôt rivaux, c'est un peu à celui qui aura raison. Pour illustrer ça, on va prendre pour exemple l'expression de la menace chez le chien qui a lieu quand l'instinct d'agression et l'instinct de fuite s'opposent, et on va voir ça avec un petit schéma. Sans la peur et donc la fuite, le chien mord sans menacer avec une expression plutôt neutre, comme on peut le voir sur le schéma 1. Le chien numéro 2, il est face à un rival de même force que lui, à respecter, mais pas franchement peur de lui. Le chien numéro 3 n'a pas peur non plus, mais il est en colère. Donc aucun de ces chiens-là n'est en colère. En fait, vous notez que l'agressivité augmente de gauche à droite et la peur de haut en bas. Si on va à l'extrême, donc au chien numéro 9, là, on observe de la rage et beaucoup de peur.
Ça se passe quand il est pris au piège par un ennemi et qu'il ne peut pas s'enfuir, ou alors pour protéger sa portée, ce qui déclenche l'attaque de dernière chance, là, de désespoir, qu'on a vu tout à l'heure, la réaction critique. Alors ce schéma-là, ça s'appelle une analyse de motivation, et pour faire une bonne analyse de motivation, il faut prendre 3 choses en compte. La première, c'est l'analyse de la situation extérieure, du contexte. La deuxième chose à faire, c'est de décomposer le mouvement. Et la troisième, c'est d'analyser les mouvements qui suivent le mouvement qu'on vient juste d'analyser pour le valider. Est-ce que les actions qui suivent viennent confirmer ce qui a été observé? Donc ces 4 grands instincts, ce sont les motivations principales d'un comportement. Mais c'est pas parce que ce sont les motivations principales qu'ils dominent les autres instincts. Quand on dit que les gens sont des moutons, par exemple, et qu'ils suivent bêtement le troupeau, et ben en fait, c'est parce que chez les brebis, l'instinct qui permet de garder le troupeau uni peut être dominant sur d'autres. Donc, tous les instincts, qu'ils soient forts ou faibles, ont leur siège et ont leur voix au grand parlement des instincts, ce qui peut rendre les analyses de motivation un petit peu compliquées. On va revenir maintenant aux rituels. Les rituels, en fait, c'est eux qui permettent une sorte de juste mesure de l'agression. Grâce à eux, le côté indispensable de l'agression intraspécifique peut être utilisé pour la conservation de l'espèce, sans que pour autant cette agression n'aille suffisamment loin pour être nuisible à l'espèce. Alors du coup, comment? La pulsion agressive indispensable à la conservation de l'espèce ne bouge pas, mais dans certains cas particuliers où elle pourrait être nocive, viennent s'installer en fait des mécanismes qui viennent diminuer l'agression. Et on va en voir 6. Le premier mécanisme, en fait, c'est ce qu'on appelle le combat de menace, qui n'est pas un vrai combat, qui permet tout simplement au plus fort d'intimider le plus faible, et qui permet au plus faible de se retirer d'un combat sans espoir pour lui. Donc là, la conservation de l'espèce est servie, en déterminant le plus fort, sans tuer pour autant le plus faible. Un autre mécanisme qui diminue l'agression et agit dans la conservation de l'espèce, qui n'a rien à voir et qui est assez fou, se passe chez les dindes. La dinde, elle doit être très agressive envers les prédateurs extérieurs pour protéger ses petits, auxquels, bien évidemment, elle ne doit faire aucun mal. Mais encore faut-il qu'elle les reconnaisse comme étant ses petits à elle. Et il se trouve que le mécanisme qui permet à une dinde de reconnaître ses petits comme tels et donc d'éviter d'être agressive envers eux passe par le fait de reconnaître leur petit cri particulier à la sortie de l'œuf. Ce qui fait qu'une dinde, si elle est sourde, elle ne va pas reconnaître ses petits parce qu'elle ne va pas entendre ce petit cri et donc elle va les tuer. Et en fait, si on attribue le même son du bébé dinde à un putois, en l'occurrence pour l'animal qui a été utilisé pour l'expérience, la dinde va reconnaître le bébé putois comme étant son petit parce qu'il a eu le même son. Alors tout ça, c'est en tout cas valable pour les jeunes dindes qui sont mamans pour la première fois parce que, a priori, après, elles apprennent. Troisième mécanisme maintenant qu'on observe chez les loups, les chiens et les corbeaux. Les animaux jeunes qui ont atteint leur taille définitive mais pas encore leur poids définitif doivent faire attention à ne pas être confondus par des adultes comme des adultes, puisque les adultes n'attaquent pas les jeunes. Donc comme les jeunes ont l'air d'adultes mais ne feraient littéralement pas le poids face à un adulte, ils vont conserver leur comportement de bébé jusqu'à temps qu'ils atteignent leur poids définitif pour qu'ils soient reconnus comme jeunes et donc préservés de l'agression de leurs congénères adultes. Quatrième mécanisme, on va maintenant s'intéresser aux insectes et notamment aux menthes religieuses où la femelle mange le mâle à l'accouplement. Sauf que pour qu'il puisse s'accoupler, il ne faut pas qu'elle le mange trop tôt. Donc pour ça, le mécanisme développé, c'est de manger la tête d'abord pendant que le bas sert à l'accouplement. Cinquième mécanisme pour diminuer l'agression, chez beaucoup d'espèces, il est totalement exclu que le mâle s'attaque à la femelle. Donc méfiance si vous voyez un chien s'attaquer à une chienne, il y a un souci quelque part. Alors chez les chiens et aussi chez les lézards, les femelles, elles peuvent s'attaquer entre elles, mais elles adoptent un geste de soumission face au mâle. Chez les bouvreuils, c'est la femelle qui est agressive envers le mâle quasiment tout le temps. Donc on pourrait se dire que c'est elle qui domine dans le couple, sauf que en fait c'est l'inverse, puisque c'est le mâle, de par sa passivité, sa capacité à encaisser les attaques de son épouse sans broncher, qui va montrer sa supériorité. Sixième mécanisme qu'on observe chez les fauves solitaires, il y en a d'autres mécanismes, on ne va pas tous les aborder, c'est que en fait c'est l'excitation sexuelle au moment de l'accouplement qui va provoquer une diminution de l'agression. Donc quand on veut faire des bébés, on est gentil. Mais chez les fauves qui vivent en groupe, les mêmes mécanismes doivent être beaucoup plus forts et beaucoup plus durables et surtout ne pas varier selon l'humeur parce que évidemment ça va créer des problèmes dans le groupe.
Donc les mouvements ritualisés qui diminuent l'agression, ça s'appelle des gestes d'apaisement, et ils sont utilisés pour ne pas déclencher l'agression d'un congénère. Pour beaucoup d'animaux, la menace va consister à montrer ses armes à son adversaire, donc ses griffes, ses dents, son bec, et celui qui désire faire la paix va en premier détourner ses armes de son adversaire. Le truc, c'est qu'en faisant ça, l'animal qui va détourner ses armes va en fait renoncer à ses défenses et donc se retrouver dans une position de grande vulnérabilité, ce qui pourrait un peu s'apparenter à un suicide. Mais en réalité, dans cette situation, l'adversaire fort diminue son agression parce que le faible a fait un geste spécifique. Ça peut être détourner la tête, ça peut être mettre en avant une certaine partie de son corps, ce qui va tout simplement dire au plus fort « ne me fais pas de mal ». Alors il y a d'autres gestes d'apaisement qui sont très importants, qui eux ne diminuent pas l'agression, mais en fait qui vont la canaliser ou la réorienter dans une autre direction, et ça c'est une des plus ingénieuses inventions de l'évolution. Mais cette invention, elle représente beaucoup plus que ça, puisqu'en fait ces rites d'apaisement, ils vont permettre aux individus de créer du lien, de créer des amitiés. Mais avant de parler de ces liens personnels, de ces liens d'amitié, il faut savoir qu'il y a des sociétés d'animaux où l'amour et l'amitié ne jouent absolument aucun rôle. Alors notre société humaine est basée là-dessus, mais en fait elle se détache de 3 types de sociétés qu'on va voir maintenant. La première est la plus répandue et la plus primitive, et ce qu'on appelle la bande anonyme, qui apparaît chez les insectes, les oiseaux et les poissons notamment. Donc dans une bande anonyme, il n'y a aucune structure, aucun chef, aucune hiérarchie, en fait il n'y a que des individus semblables qui s'influencent les uns les autres. D'un point de vue de la conservation de l'espèce, vivre en bande c'est pas forcément un bon calcul, parce que c'est plus difficile de trouver de la nourriture pour tout le monde, c'est plus difficile de se camoufler, on est plus vulnérable aux parasites. Pourtant, si ce groupe il a bien eu lieu, c'est bien qu'il présente des avantages pour les individus en question qui, tout seuls, sont sans défense. Puisque les prédateurs qui chassent des proies isolées, en fait, ils sont complètement incapables de se focaliser sur un seul individu quand il est entouré de autant d'animaux complètement identiques. Alors on pourrait penser que l'instinct d'agression intraspécifique qui concerne les animaux plus isolés est incompatible avec l'instinct grégaire, l'instinct groupe, mais en fait moins marqué, ces deux mécanismes peuvent tout à fait cohabiter, comme c'est le cas par exemple chez les étourneaux, qui se doivent de respecter une distance entre les individus quand ils se posent sur un fil pour pas se faire piquer par son voisin. Et dans les bancs de poissons, l'agressivité se manifeste pendant la période de reproduction, quand le poisson sort du groupe et donc devient en quelque sorte pendant un temps un individu isolé. Chez la majorité des espèces d'oiseaux, les parents et enfants ne restent pas ensemble passer la période de reproduction, et en fait, n'importe quel voisin de vol est aussi bon camarade qu'un autre, complètement pris au hasard. Alors on pourrait se demander pourquoi dans les grandes bandes ce serait pas possible quand même d'avoir des amis et des amours, mais en fait il se trouve, même si c'est un peu bizarre, que le lien d'amitié, le sentiment d'amitié est étroitement lié au comportement agressif. Donc on va y revenir encore une fois tout à l'heure, on va maintenant parler d'un autre type de lien, puisque en fait si la bande anonyme est incompatible avec des liens d'amitié, on peut quand même observer d'autres types de liens. Puisque certains individus vont parfois passer leur vie ensemble sans avoir de lien personnel pour autant, ils auront juste un lien fondé sur les intérêts communs à un moment donné. Un peu comme chez les humains, on peut très bien collaborer avec son associé pendant plusieurs années sans forcément avoir envie de partir en week-end avec lui. Et chez les oiseaux, même dans un mariage de toute une vie, il y en a beaucoup qui se fichent complètement l'un de l'autre s'ils n'ont pas une fonction précise à remplir à un moment donné. C'est le cas des cigognes et aussi des lézards qui ne sont pas des oiseaux qui vont tout simplement changer de partenaire du jour au lendemain comme ils changent de territoire. Chez le bioro, je déteste ce mot, qui est un héron, mais pas chez tous les hérons, il n'y a rien qui ne montre que les deux partenaires se reconnaissent en dehors du nid. Donc ils font leur nid, ils font toutes les affaires qui vont avec, et une fois qu'ils sont sortis du nid, ils se reconnaissent plus. En plus, les nids des bioraux sont assez proches, donc cette proximité pourrait faire qu'ils pourraient se reconnaître en tant que voisins, mais non. Un voisin est traité avec les mêmes coups de bec haineux qu'un étranger qui vient de débarquer, et ce en permanence vu qu'ils sont voisins. Donc gros gaspillage d'énergie, d'autant plus que le bioro a la faculté de reconnaître ses congénères. Donc il y a clairement un mauvais calcul dans la conservation de l'espèce ici, donc pourquoi ça continue comme ça ? Eh bien tout simplement parce que c'est pas assez gênant pour mettre l'espèce en péril, donc voilà, c'est tout. Alors le bioro ne sait pas manifestement s'habituer à ses voisins inoffensifs et donc éviter des agressions inutiles. Par contre, le ciclide mâle, lui, il est tout à fait capable de tolérer ses voisins de territoire que pour le coup il reconnaît. Alors il ne s'agit pas de lien personnel pour autant, parce que pour ça il faudrait qu'ils soient toujours ensemble.
Donc on arrive à la troisième société dans laquelle il n'y a pas de lien personnel et on va parler d'un autre type d'agression. Cette forme d'agression, c'est la lutte d'une communauté contre une autre qu'on peut observer chez les rats qui vivent en superfamille. Ces familles, elles sont constituées de manière très cruelle, puisque une fois que le couple gagnant a éliminé tous les autres, il va, de manière assez paradoxale en apparence, vu l'agressivité dont il fait preuve dans ses combats, construire une société très paisible. Une société sans combat, sans hiérarchie, sans distance à respecter entre les individus, et d'ailleurs au contraire où il y a beaucoup de contacts et beaucoup de tolérance entre les individus de différents âges. Les communications de cette superfamille, elles vont très vite, elles fonctionnent de deux manières. D'une part, par la transmission d'états affectifs d'un individu à un autre, et d'autre part, par la transmission d'expériences de génération en génération. Les membres de la famille ne se disputent jamais, par contre, ils sont sans pitié avec les membres des autres familles. Pourtant, ces guerres entre familles, elles ne servent ni à répartir les individus sur le territoire, ni à déterminer qui est le plus fort, puisque la famille qui gagne sera de plus en plus grande et la famille qui perd sera de plus en plus petite. Du coup, c'est un peu inquiétant de constater qu'en termes de conservation de l'espèce, ces luttes, elles ne servent à rien. Voilà, donc jusque-là, on a parlé de relations complètement impersonnelles. On va maintenant parler du lien en tant qu'attachement entre deux individus, comme l'amitié ou l'amour. Alors pour qu'un lien se forme, il faut déjà que l'individu soit identifié personnellement, et ce dans toutes les situations de la vie possibles, et on ne parle pas de la relation entre les individus de la famille. Comme on le voyait plus tôt, il peut y avoir de l'agression sans amour, mais même si ça peut sembler un peu contre-intuitif, il ne peut pas y avoir d'amour sans agression. Revenons aux cyclines, à nos poissons, là, pour voir comment se forme ce lien. Dans la nature, le couple se forme par la domination du mâle sur la femelle, le mâle qui est sur son territoire à lui, et la femelle qui rentre sur son territoire et donc qui s'y soumet. Donc l'agression dans ce couple, finalement, elle est présente dès le début, même si, au fur et à mesure qu'ils se côtoient, elle va diminuer puisqu'ils vont s'habituer l'un à l'autre. Du coup, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que d'un côté, l'excitation du mâle prend le pas sur l'agression, et comme l'agression diminue, la femelle perd sa crainte du mâle. Et donc, comme elle n'a plus peur de lui, elle n'a plus de raison de ne pas être agressive envers lui. Ce qui fait que du coup, elle va se mettre à prendre de la place en écartant ses nageoires, à faire toutes sortes de gestes d'épatement et en usant de sa robe de parade qui, chez cette espèce, est la même chez les femelles que chez les mâles. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe chez le mâle ? Il est fâché. Donc comme il est fâché, il l'attaque, il fonce sur elle, mais comme il est trop excité sexuellement pour la menacer, eh bien en l'attaquant, il la dépasse et il va attaquer le voisin. Donc on a à la base un comportement agressif qui, en étant réorienté donc là, vers le voisin, va se transformer en acte d'apaisement et donc plus tard en acte d'amour. Donc on transforme l'effet de répulsion de l'agression en son contraire, ce qui va au final se transformer en cérémonial qui va permettre aux individus de se lier. On va continuer chez les grues maintenant. La danse des grues, au premier abord, ça ressemble à une menace. Mais après avoir adopté une posture menaçante, la grue, on va l'appeler la grue numéro 1, va montrer sa nuque à la grue numéro 2, la nuque qui est un endroit très vulnérable chez les grues, en lui disant qu'elle ne craint pas les représailles de la grue numéro 2, que en fait, sa menace ne la vise pas elle, mais le méchant monde extérieur. Après ça, elle va se retourner vers son ami, refaire une position qui démontre de sa force pour en fait s'en détourner complètement et aller menacer et attaquer une grue non amie qui passait par là et qui n'a rien demandé, ou une bûche ou n'importe quoi qui servira d'objet de remplacement. Un petit tour chez les oies maintenant, puisque Lorenz les a beaucoup étudiés. Les oies et leur cérémonial de triomphe, qui est exactement la même chose, donc qui est à la base un comportement agressif qui va se transformer en rite, qui va permettre de lier les oies entre elles. Alors c'est un cérémonial qui est très détaillé dans le livre, même que c'en est un peu chiant. En fait, ce cérémonial, c'est un vrai refrain dans la vie des oies. Et il se trouve que si une oie est privée de ce cérémonial de triomphe, de ce rituel qui lui permet de se lier aux autres, elle va tout simplement tomber en dépression, bon, comme d'ailleurs si elle est privée de n'importe laquelle de ses habitudes, hein. Et en fait les oies qui tombent en dépression, elles ont exactement les mêmes signes de dépression que les humains, comme des yeux comme ça qui tombent. D'ailleurs, pour en venir aux humains, notre rire est probablement à la base aussi un geste d'apaisement. En société, le rire n'a pas seulement pour effet de détendre l'atmosphère, il a aussi pour effet de créer de la solidarité, de créer de la sympathie et donc du lien.
Donc même si on pourrait dire que les animaux qui vivent en grands groupes, qui vivent en troupeaux, sont particulièrement enclins à créer des liens d'amitié, puisque en fait ce sont des bandes paisibles parce qu'il n'y a pas d'agression intraspécifique dans ces groupes-là, eh bien c'est précisément le contraire, puisque cette solidarité est tout à fait anonyme. L'amitié, le lien personnel ne s'observe que chez les animaux chez qui l'agression intraspécifique est très développée. D'ailleurs, le lien personnel est d'autant plus fort que l'espèce est agressive, ce qui est le cas donc pour les cyclides, les oies, les loups. Chez les animaux qui sont territoriaux ou agressifs selon les périodes de l'année, eh bien, le lien d'amitié se limite à ces périodes-là. Jusque-là, on a parlé plutôt de sciences naturelles et maintenant on peut se demander quels apprentissages l'homme peut tirer des animaux pour éviter les dangers que pourraient occasionner ses propres pulsions agressives. Alors c'est pas évident pour l'homme de faire ça, puisque l'homme aime bien se mettre à part, se mettre au-dessus de tout, il se sent souvent rabaissé quand on le compare aux animaux. Le truc c'est que de par cet orgueil, il se prive vraiment d'une meilleure connaissance de lui. Donc, une fois qu'on peut faire preuve d'humilité, on peut s'intéresser à ce que peut nous raconter l'étude de l'agression chez les animaux à propos des humains. Et oui, puisque contrairement à ce qu'on aimerait bien se dire, le comportement des humains est bien loin d'être dirigé par la raison et encore moins par la morale. Quand on voit combien de religions peuvent se faire la guerre alors que dans l'absolu elles racontent la même chose, bon la raison... En fait, on a plein de comportements qui nous sont tellement familiers qu'on ne se rend même plus compte à quel point ils sont cons. Et quand c'est le cas, quand on s'en rend compte, on est en droit de se demander comment ça se fait que des êtres doués de raison se comportent de manière si peu raisonnable. Bon, alors ce genre de paradoxe s'explique assez facilement par le fait qu'on a beau avoir la raison, les traditions culturelles, eh bien on reste soumis à notre grand parlement des instincts, nous aussi. Et même si les instincts évoluent, ça reste des instincts qui cherchent à se manifester quoi qu'il arrive. Un truc précieux que l'homme a, c'est la pensée conceptuelle, donc la capacité à se poser des questions et le langage verbal. Alors, précieux, ça veut pas dire que c'est une bénédiction pour autant, parce que en fait, ça a beau créer des choses très utiles, en fait, ces trucs-là, ils se payent assez cher. Par exemple, la pensée conceptuelle, c'est ce qui a permis d'inventer un arc et des flèches, donc c'est cool, ça permet de chasser, toute la communauté en profite, ça se transmet par les générations, c'est super. Avec la pensée conceptuelle, on a inventé plein de trucs qui nous ont permis d'évoluer à plein de niveaux. Mais pas tous les niveaux, parce que les instincts, eux, ils évoluent pas comme ça. Et donc, comme vous le voyez venir, les outils pour chasser, ils ont aussi servi à tuer des confrères plus facilement, là où un humain sans outils, il n'aurait jamais tué un autre humain de ses propres mains. Donc la pensée conceptuelle c'est bien joli, mais comme ça a permis de créer des armes, d'un point de vue conservation de l'espèce, c'est pas un si bon deal que ça. Rappelons que dans la nature libre, les animaux de la même espèce qui se combattent entre eux ne se créent jamais de dommages, ou alors sauf s'il y a un accident. En fait, leurs combats sont inoffensifs. L'homme à la base c'est un omnivore inoffensif, donc il n'a pas eu besoin d'être pourvu des mêmes verrous de sécurité que chez les carnivores comme chez les loups, qui leur empêchent de se tuer entre eux et donc de détruire leur espèce. Donc sans ces verrous de sécurité contre le meurtre et avec ces nouvelles possibilités de tuer rapidement et à distance avec les armes, même avec la naissance par cette même pensée conceptuelle de la morale et de la responsabilité pour limiter les dégâts, eh bien en fait les comportements sociaux des humains ne pouvaient que se détraquer. Les armes à feu sont efficaces de tellement loin qu'elles empêchent au tireur d'activer ses couches émotionnelles s'il fallait déchiqueter un humain en face de soi. D'ailleurs aucun homme normal n'irait à la chasse s'il fallait tuer un lapin avec ses dents. C'est aussi ça qui permet aux humains de manger de la viande aujourd'hui. Tout ça mélangé, tous ces instincts sociaux perturbés font que c'est difficile aujourd'hui pour l'homme d'exprimer ses pulsions agressives comme les animaux. Elles sont bien là, mais la société actuelle fait qu'il n'y a aucune soupape pour les décharger. Encore une fois, on trouve ça souvent rabaissant de réduire l'homme à ses instincts et de faire de parallèles avec les animaux, mais il faut comprendre que c'est justement grâce à ces instincts sociaux tellement riches que l'homme a pu s'élever au-dessus du monde animal. Si l'homme était un être uniquement de raison, ce serait un être dégueulasse en fait. C'est précisément l'appréciation affective d'une chose qui permet de la préserver plutôt que de se dire « bof, et alors ?» En fait, si l'humain était un être uniquement de raison, ce serait comme un ordinateur qui exécute des informations logiques mais sans moteur. Parce qu'en fait, son moteur provient de comportements instinctifs qui sont bien plus anciens que la raison et qui sont la source de l'amour, de l'appréciation de la beauté, de la curiosité, etc. Sur la base de comportements instinctifs, la culture a construit des rites sociaux, des normes qui représentent des motivations pour les humains qui sont ressenties comme des valeurs.
Ces règles et ces valeurs, elles forment ce qu'on appelle un système qui s'appelle la morale et qu'il est très important de comprendre si on veut l'utiliser pour améliorer notre situation actuelle. Ce qui nous empêche de nous détruire, donc humains et autres animaux intelligents, c'est la conscience et l'appréciation de la vie et de la mort. C'est la conscience d'un acte en conséquence négative. À la page 240, il parle d'un éléphant qui était très très aimable au zoo et que, en jouant, en fait, il a grièvement blessé son gardien sans le vouloir. A priori, il a tout de suite compris ce qui venait d'arriver à son ami avec lequel il était en train de jouer. Plein de bonnes intentions, il a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un cas pareil. Il s'est assis dessus pour le protéger. On revient aux humains, on revient même au début des humains à Cro-Magnon. Même si l'homme va aller décharger ses pulsions agressives sur ses voisins et sur les bestioles féroces, en fait, l'homme n'est pas mauvais de naissance. Mais il faut noter que chez Cro-Magnon, quand les tribus ont commencé à s'agrandir, ça a commencé à créer un déséquilibre entre la pulsion agressive et le lien personnel. Au début, notre guerrier, il avait beaucoup de voisins sur lesquels décharger ses pulsions d'agression, et il avait très peu d'amis à aimer, puisqu'il avait des petites tribus. Les tribus ont commencé à grandir, et le truc c'est que quand une personne a trop d'amis, c'est toujours au détriment de cette amitié. L'entassement de beaucoup d'individus sur un espace réduit, ça provoque la fatigue de toutes les réactions sociales, donc ça peut rendre grognon et agressif. Mais pourtant, dans une communauté moderne, donc on passe de Cro-Magnon à maintenant, le comportement agressif n'a aucune légitimité, on a comme un devoir de paix. Voilà, c'est la morale qui veut ça, et en fait, tout ce qui est considéré comme un vice par la morale, donc si on prend le fait de beaucoup manger et d'être paresseux, c'était en fait quelque chose de normal pour l'homme de Cro-Magnon, parce que c'était adapté à son mode de vie. Il avait besoin de beaucoup manger, et puis sa vie elle était fatigante, donc il avait besoin de se reposer. Bref, tout ça pour dire qu'avant, c'était plus simple, parce que en fait, la seule tâche dont la morale avait à s'occuper, c'était juste de pas tuer son voisin, même quand on était fâché. Et donc avec le temps, eh bien, de plus en plus de comportements complexes sont apparus vite, et en fait, la morale, elle est un peu à la ramasse avec tout ça, donc le sort de l'humanité dépend un peu de si la morale va réussir à rattraper tout ce bordel. Quand on n'a pas besoin de contrôler nos comportements sociaux parce qu'ils sont bien admis dans le milieu dans lequel on utilise peu nos réserves de force morale. Donc on en garde pour quand on doit s'adapter dans un autre milieu. Mais selon nos propres inclinaisons comportementales naturelles et notre milieu culturel, on peut avoir à puiser dans nos forces de morale tous les jours au quotidien, et ça c'est très très fatigant pour s'adapter donc. Plus largement, un comportement de morale peut s'effondrer dans une situation qui serait présente sur le long terme, comme la faim, l'anxiété, le surmenage. Donc on peut voir des gens qu'on percevait comme forts s'effondrer tout d'un coup, et des gens dont on ne faisait pas grand cas devenir comme ça du jour au lendemain complètement extraordinaires. En fait, l'intensité et l'endurance du bon vouloir étant deux variables indépendantes. On va maintenant parler de ce qu'on appelle l'enthousiasme militant, qui est la ferveur avec laquelle l'homme va se battre pour une cause qui va le faire vivre parfois et qui va aussi parfois lui faire la guerre. Enthousiasme, ça renvoie au fait d'être possédé par un dieu, d'être contrôlé par un esprit. Et si l'enthousiasme militant a été à l'origine de nombreux progrès, parce que ça a été un moteur fort pour mettre en place plein de choses, et donc en ça, il est indispensable, le souci c'est que de par sa charge agressive, il peut rapidement dévier et devenir dangereux. À l'origine, on était unis par des liens d'amour et des liens d'amitié. Et puis la culture se développant, on a commencé à s'unir par des symboles. Des symboles qui pour certains sont devenus tellement forts qu'ils ont dépassé les liens d'amour et d'amitié. Donc ce qui donne qu'on a quelqu'un qui peut partir combattre et laisser derrière lui ses amis et sa famille. Et le truc c'est que l'enthousiasme militant c'est un instinct autonome au même titre que l'alimentation et la sexualité, et du coup il engendre un vrai sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, l'humanité manque d'enthousiasme combatif parce qu'elle est divisée en clans politiques. Mais si elle est divisée en clans politiques, c'est précisément parce que cette situation est stimulante et apte à provoquer l'enthousiasme militant. En gros, l'enthousiasme militant, c'est à la fois le meilleur et le pire truc. Alors du coup, comment ça va se finir cette histoire ? Lorenz est suffisamment optimiste pour dire que ça ne va pas se terminer, mais on a intérêt à faire un petit peu gaffe pour limiter les dégâts, et pour ça, il propose deux pistes, même s'il reconnaît que, vu comme ça, elles sont un petit peu bateau. La première, c'est la connaissance de soi.
La connaissance de soi, il lui donne 4 lignes d'orientation. La première, c'est l'étude des possibilités de décharger son agression vers des objets de remplacement, donc on en a pas mal parlé. La deuxième, c'est l'étude de la sublimation, donc qui va transformer en gros un truc moche en un truc beau, qui va transformer, je sais pas, l'agression en un livre qui va servir une cause. La troisième, c'est d'encourager les liens d'amitié, puisque les liens d'amitié sont un vrai obstacle à l'agression et que pour le coup, l'anonymat la rend vachement plus facile. La dernière et la plus importante étant de fournir une soupape de sécurité à l'enthousiasme militant. Et ça reviendrait à se mobiliser pour des causes qui sont généralement reconnues par tous les humains, donc des grandes valeurs, et ce, malgré les fidélités nationales, politiques, culturelles, etc. Alors percevoir ces grandes valeurs, ces valeurs véritables, ça demande beaucoup d'éducation et beaucoup de connaissances, donc bon, c'est pas gagné, mais c'est quand même vraiment nécessaire. Ce qui n'est pas franchement un scoop, mais cela dit, Lorenz en identifie 3 qui sont jamais remises en question, qui sont en premier l'art, donc la quête de la beauté, la science, la quête de la vérité, et la médecine, donc pour adoucir les souffrances. Et la deuxième piste pour sauver l'humanité, c'est le rire qui est à la fois à la base de l'humour et son expression. En fait, le rire, comme l'enthousiasme militant et le cérémonial de triomphe des oies, là, c'est un comportement instinctif, c'est une déviation du comportement agressif, un geste d'apaisement, et ça permet de créer du lien. Sauf que, contrairement à l'enthousiasme militant, le rire ne risque pas de dévier en comportement agressif. Même si le rire, ça peut être une arme très, très blessante d'humiliation quand on rit de quelqu'un, même poussé à son extrême, le rire ne peut pas constituer de réel danger. L'homme qui rit ne tire jamais. Et donc, comme on l'a vu, l'orgueil étant le principal obstacle pour se connaître soi-même, qui est donc la première piste pour sauver l'humanité, c'est l'autodérision qui nous évitera de tomber dans des illusions flatteuses, dans le sérieux de la mégalomanie. Et en ça, être capable de voir nos propres aspects comiques nous rendra plus honnêtes envers nous-mêmes. Donc l'humour, de par son influence sur nos comportements, peut rejoindre la morale responsable et de ce fait l'aider à faire de ce monde un lieu plus honnête et donc meilleur. C'est donc sur ces bonnes paroles que se termine l'agression de Konrad Lorenz et cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Sachez que la majorité des vidéos de cette chaîne seront aussi disponibles en podcast sur le compte iTunes. Donc vous avez le lien dans la description vers le compte iTunes pour vous abonner et écouter ce contenu en audio. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker la page Facebook pour être tenu au courant des prochaines parutions. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.